c'est qu'on n'aura pas de contradiction. On va devoir effectivement vous écouter. D'habitude, nous sommes sur un plateau en contradiction par rapport aux idées, par rapport au débat. Et bien sûr, ceux qui sont à cheval sur l'écoute de la radio des stations nationales, sur Lux Radio, vous aurez l'occasion de l'écouter tous les matins de 7h30 à 10h dans le cadre de débats d'opinion. Voilà, sans plus tarder, nous allons effectivement lui donner la parole. Le thème d'aujourd'hui concerne ou traite en tout cas la politique arabe de l'Europe, une politique assez particulière, mêlée d'histoire migratoire, mêlée de religion, mêlée d'intégration, mêlée de problèmes économiques, d'ethnie, de racisme aussi. Et bien nous allons voir comment l'Europe vit-elle le monde arabe aussi. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être aussi nombreux et je tiens également à remercier l'équipe d'Elvi, bien sûr, de m'offrir la possibilité de partager avec vous un point de vue, une grille de lecture et un modèle qui permet d'expliquer un certain nombre de problèmes. Donc voilà, aujourd'hui on va traiter de la politique arabe de l'Europe, c'est-à-dire comment l'Europe voit le monde arabe. Mais avant de le faire, j'aimerais faire un petit détour théorique pour exposer la grille de lecture à travers laquelle je vois les interactions et les rapports de force entre les différents États, entre les différentes régions et entre les différents continents. Et pour cela, je vais commencer par une lecture historique très brève, en partant d'une porte d'entrée en géopolitique. Il y en a plusieurs pour entrer dans le monde de la géopolitique. Alors, celle que je propose, c'est le clivage, ou la rivalité, ou la dialectique entre la terre et la mer. Alors, la rivalité terre-mer est un classique en géopolitique. Alors, ça a été théorisé par Mackinder, et puis au niveau de la géopolitique allemande par Carl Schmitt. Nous demandons de différentes guerres entre des empires, ou des royaumes, ou des États porteurs d'une vision de la Terre, ce qu'on appelle une vision tellurique, et qui fondent leur pouvoir militaire, économique et culturel sur la Terre. Donc ça va être des armées terrestres qui vont envahir de grands territoires. Et puis de l'autre côté, on a eu également en parallèle des empires qui ont fondé leur pouvoir sur la mer. Donc le contrôle des routes maritimes, le fait de disposer d'une flotte importante. Et on peut commencer par la rivalité célèbre entre Sparte et Athènes. Alors, la cité-État de Sparte est une cité guerrière, aristocratique, avec une forte défense, une oligarchie dans un cadre démocratique, mais pas la démocratie comme monarchique ou aristocratique. Ça va déterminer également la confession. Alors, Thalassa en grec, ça veut dire l'eau, la mer. Et puis, on aura des empires, des structures étatiques telluriques. Donc, telluriques sont historiquement de cette rivalité. Et puis le deuxième schéma, c'est la rivalité entre Rome et Carthage, entre l'Empire romain fondé par des paysans avec une virilité à la romaine, avec un rapport, avec une philosophie romaine, avec le stoïcisme, avec tout un déploiement qui est relatif à la terre. On lit par exemple Virgile, c'est l'apologie de la terre, l'apologie du paysan. Et puis de l'autre côté, on a Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Conscient que leur guerre contre Carthage n'était pas uniquement une guerre économique ou une guerre de territoire, mais une guerre de modèles de civilisation, et que les deux ne peuvent pas coexister. Il fallait que l'un des deux disparaisse. C'est que dans le Sénat romain, il y avait un sénateur Caton d'Élénie. Donc il faut que le mental tellurique terrestre soit utilisé pour que l'Angleterre puisse régner sur la mer. Et puis on a la guerre froide, avec l'Union soviétique qui incarne. Donc ces deux conceptions du monde, radicalement différentes, se traduisent également au niveau des symboles. C'est que Hobbes, quand il va penser l'État, quand il va choisir un monstre qui va symboliser la toute-puissance de l'État, il prend le Léviathan. Et le Léviathan est un monstre marin, pas terrestre. Alors que l'État est une structure par nature territoriale, territorialisée, avec des fonctions régaliennes, avec un territoire qu'elle doit protéger, sanctuariser. C'est pour démontrer qu'il pense à partir d'un cadre qui leur est propre. Et donc, d'un côté, on aura des empires qui vont penser la terre à partir de la mer, et puis de l'autre côté, on a des gens qui vont penser la terre à partir de la terre, et la mer va être secondaire. Et donc, ça va impliquer l'apparition d'une pluralité d'écoles en géopolitique, chacune défendant un point de vue civilisationnel. Et c'est à chaque pays de choisir, en fonction de sa situation géographique, de son histoire, de sa culture, l'un des deux principaux camps dont on va parler en détail.
Alors au niveau théorique, on a alors, au niveau théorique, on aura deux grandes écoles. Au niveau anglo-saxon ou anglo-américain, on aura Mackinder et Spikeman qui vont développer le premier modèle pensé, théorisé, articulé autour de concepts pour penser le monde d'un point de vue maritime, d'un point de vue thalassocratique, anglo-saxon. On va voir le modèle en détail. Et la tradition qui va être initiée par les deux va se poursuivre jusqu'à Kissinger, Zbigniew Brzezinski qui vient de mourir récemment, en passant par une multitude de penseurs dans Samuel Huntington. Et puis de l'autre côté, on a une école de géopolitique continentale qui pendant un certain moment a été portée par les Allemands, avec Karl Haushofer, avec Carl Schmitt, avec un certain nombre de géopoliticiens, et dont la relève a été prise aujourd'hui par la Russie avec Alexandre Dugin, qui est le penseur de la nouvelle géopolitique eurasiatique, qui part de la Russie, qui conseille le Kremlin, qui écrit des ouvrages qui sont lus par tout l'état-major russe et qui détermine la géopolitique de la Russie. Et donc on a le camp des continentaux et le camp des marins des thalassocratiques. Alors avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose, c'est que si on prend une carte du monde et qu'on la montre à un insulaire ou à quelqu'un qui est porteur de la vision maritime du monde, il ne va pas voir dans la carte la même chose que va voir un continental, un sédentaire, un homme assimilé. C'est que dans la carte du monde, nous, la première chose qu'on voit, c'est les grands espaces continentaux. On voit l'Afrique, on voit l'Europe, on voit la Chine, les deux Amériques. Le marin, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir des routes maritimes, il va voir des détroits qu'il s'agira de protéger, il va voir des côtes qu'il pourra exploiter pour le commerce, pour établir des comptoirs. Mais l'intérieur des continents, ce qu'on appelle la profondeur stratégique, ne compte pas pour les marins. Les marins ont une vision, ils voient la Terre à partir de la mer. Donc nous, on parle de globe terrestre. Alors, eux, ils pourraient parler d'un globe maritime, plutôt qu'un globe terrestre. Et d'où le fait que la puissance américaine aujourd'hui, et avant la puissance britannique, était bâtie sur la mer. Donc ils ont des flottes, la première flotte, la seconde flotte, ils ont des bases partout, pas pour contrôler des espaces continentaux, mais pour contrôler les routes commerciales, les flux maritimes et les détroits. Et donc la plupart des guerres que l'on voit aujourd'hui, par exemple au niveau de la Syrie, les rapports conflictuels avec la Turquie, tournent directement ou indirectement par rapport à la question des détroits. Alors les deux types d'empires, les empires maritimes et les empires terrestres, s'inscrivent dans la langue juridique, depuis l'Antiquité au moins jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un concept qui est proposé par Carl Schmitt qui s'appelle le translatio imperii. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement du centre de gravité de l'empire de la mer et un déplacement dans l'histoire du centre de gravité des empires de la terre. C'est-à-dire, les empires de la mer, on commence par Athènes. Puis de Athènes, quand Athènes s'écoule avec l'invasion macédonienne, ça va vers Carthage. Et puis quand Carthage tombe, on ira encore plus loin, on peut faire un saut rapide dans l'histoire, on ira vers l'Italie du Nord avec la République vénitienne, avec les cités-États italiennes qui contrôlaient le commerce en Méditerranée orientale. La République de Venise, la République de Gênes, et puis Florence, même si elle n'est pas maritime, mais elle est dans la banque, dans la finance et dans le commerce. Et puis, avec la découverte du Nouveau Monde, la Méditerranée perd un peu de sa splendeur, et donc il y a deux déplacements de l'Empire maritime. Une partie des capitaux, en quelque sorte, va se déplacer vers le nord de l'Europe, vers la Hollande, et l'actuelle Belgique, c'est-à-dire Bruges, Anvers, qui vont devenir des entrepôts de l'Europe, et la Hollande qui va devenir le nouvel empire maritime. Donc c'est un petit pays en termes démographiques et en termes de territoire, mais son empire maritime était énorme. Et puis de l'autre côté, avec l'Espagne et le Portugal, ça va aller vers les Amériques, mais l'Espagne et le Portugal n'ont pas vocation à porter la dimension maritime ou thalassocratique, parce que l'Espagne est une structure terrestre, continentale, c'est des paysans, ils ne peuvent pas le faire, donc ils l'ont fait malgré eux, et ils ont échoué très rapidement. Et d'où certains parlent de l'Espagne comme étant une baleine qui a échoué sur les côtes européennes. Alors, après la Hollande, le centre de gravité maritime va se déplacer vers l'Angleterre, vers Londres, qui va devenir le nouveau centre du capitalisme maritime, qui va établir un empire énorme avec très peu de population. Donc ça va être l'Inde, ça va être en Afrique, ça va être en Amérique du Nord, avec le Canada et la côte ouest américaine, qui va devenir indépendante par la suite. Et donc on aura un empire maritime dominé par l'Angleterre. Et puis avec le déclin de l'Angleterre et de la plupart des empires européens après la Deuxième Guerre mondiale, le capital ou le centre de gravité maritime va quitter Londres pour aller vers New York.
Et donc aujourd'hui, les États-Unis sont ceux qui portent la vision maritime du monde. De l'autre côté, au niveau terrestre, on a également un lignage, une filiation. Alors on a Sparte, puis on a la Macédoine avec Alexandre le Grand, puis on aura Rome, et puis après Rome, on aura l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient, donc avec Constantinople pour capitale, que l'on peut considérer comme étant la seconde Rome, parce que la première Rome c'est Rome, et puis la deuxième est Constantinople. Et puis avec la chute de l'Empire byzantin conquis par les Turcs ottomans, de centre de gravité spirituelle de l'enracinement terrestre et de la perpétuation de l'Empire continental, une conscience du fait que la Russie est dans un lignage impérial, historique, et qu'elle doit défendre une vision culturelle, civilisationnelle du monde qui est celle des sédentaires, des empires continentaux. Politique. Alors on va commencer par la géopolitique de Mackinder et de Beckman. Donc Mackinder propose la vision maritime américaine, anglo-américaine du monde. Donc ils perçoivent le monde en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle le cœur de la Terre, le Heartland, ou le pivot central de la Terre, qui correspond à l'Eurasie, c'est-à-dire une partie de l'Europe jusqu'à l'Asie orientale. Et ce bloc eurasiatique correspond à peu près, alors il change dans l'histoire de grandir, comme il peut se rétrécir, à l'empire mongol, c'est-à-dire à l'empire des steppes. Quand les Mongols unifient dans un seul et même empire tout le bloc eurasiatique en s'arrêtant jusqu'en Hongrie. Et puis, dans la périphérie du Heartland, on a ce qu'on appelle le Rhineland. Le Rhineland ou le croissant intérieur, c'est-à-dire les côtes du bloc eurasiatique. Là, c'est l'Eurasie. Tout ça, c'est l'Europe et l'Asie. Et donc, le Rhineland, ça va être un anneau qui enserre l'inclement de l'empire de la Terre, c'est-à-dire du Heartland. Donc, globalement, c'est la Russie et la Chine. Donc, le but étant d'étouffer le potentiel en termes de richesse économique, en termes de richesse culturelle et technologique, d'étouffer le Heartland. Et de l'autre côté, dans la géopolitique continentale, celle développée par les Allemands, mais également par les Russes, du Bosphore. Et de l'autre côté, les Anglo-Américains feront tout pour garder ce qui correspond à l'actuelle Turquie dans le giron du monde maritime. Et donc, ils devront veiller à ce que le régime qui va diriger ici va être un régime allié, ami, donc ils ne peuvent pas se permettre de perdre la Turquie pour parler actuellement. Parce que s'ils la perdent, il va rejoindre le bloc eurasiatique qui va s'étendre et sortir du piège d'encerclement. Et donc, les Américains, ils ont procédé en étapes. Alors, pour étouffer l'Eurasie du côté origine Fantoche, qui va être aligné intégralement, qui va ramener la Syrie vers le Rhineland contrôlé par les Américains. Pareil pour la Crimée. Quand la Russie trouve l'occasion en Ukraine et en Géorgie, pour empêcher ces pays de rejoindre le bloc eurasiatique et pour rester dans le Rhineland qu'ils doivent contrôler. Alors, ces deux visions du monde, maritime et terrestre, elles impliquent une conception différente du droit. C'est-à-dire l'État, il a un pouvoir, une autorité directe. Il y a une verticalité dans l'État. C'est comme le directeur, il donne des ordres, il dirige, et les autres exécutent. Donc il y a une verticalité du pouvoir qui caractérise l'État territorialisé. Tandis que dans la conception juridique de la mer, il y a cette idée de la liberté par la mer. Et donc liberté d'État. Donc on est libéré de l'État, parce que la mer offre une étendue énorme, extraordinaire, et donc on aura une autre conception du droit qui n'est pas un droit continental romain, et là on retrouve le côté tellurique et terrestre de l'Empire romain, qui d'ailleurs structure tous les droits continentaux aujourd'hui, dont le droit français également. Et puis on a le droit anglais, le droit anglo-saxon, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus résilient, qui accorde une grande liberté d'interprétation, une grande marge de liberté aux juges, et ce qui fait qu'en Angleterre, ils n'ont pas de constitution écrite. Il n'y a pas de constitution anglaise écrite et légale, parce qu'ils ne sont pas dans une logique d'État, ils sont dans une logique mondiale, d'empire monde, par les routes commerciales, par le contrôle des détroits. Et donc l'Angleterre ou les États-Unis aujourd'hui ne sont pas des États tels qu'on les comprend nous, au niveau continental, mais sont des supports géographiques où loge un capital nomade, un capital maritime, un capital transnational qui ne reconnaît pas les frontières, qui ne reconnaît pas les États. Et d'où le fait que même la vision économique portée par la mer est une vision libérale, une vision de libre-échange, une vision de privatisation, une vision qui voit l'État comme étant naturellement mauvais gestionnaire. Donc c'est une vision économique anti-étatique, parce que l'État, du point de vue maritime, est un obstacle.
Tandis que le droit continental, au contraire, est basé sur un État avec une constitution claire, avec des fonctions régaliennes, avec une légitimité d'intervention, avec le droit de dire la guerre et la paix, de dire la loi, de battre monnaie. Donc c'est deux visions radicalement différentes de l'État, où on a un État continental et un anti-État maritime, qui vise à saper l'autorité de tous les États pour étendre la logique du marché, qui est une logique de marin, de pirate. Là, c'est pour la dimension économique. Alors, au niveau identitaire, la vision maritime, elle est par nature cosmopolite. Parce que quand on est une ville ouverte sur la mer, il y a des marchands, des commerçants qui viennent du monde entier, avec des religions différentes, avec des langues différentes, des cultures différentes. Donc on ne peut pas penser un conservatisme dans une ville ouverte à la mer, parce que c'est mélangé ethniquement, culturellement, religieusement. Et donc le cosmopolitisme va caractériser la manière de gérer la société. Et donc là on parle en réalité du nomos. Le nomos, c'est l'ordre, l'ensemble des règles qui permettent de réguler et de contrôler et de structurer une société. Et donc on aura un ordre maritime, un nomos de la mer, donc ça va être le cosmopolitisme, parce que dans un port, concrètement, historiquement, qu'est-ce qu'on trouve dans un port? On trouve des marchands, on trouve des tavernes, et on trouve des prostituées, et des criminels. En général, c'est ça des villes portuaires, traditionnellement. Parce qu'il y a du commerce, il y a de l'argent, il y a de la vulnérabilité, il y a de l'arrivisme, et il y a un effondrement des mœurs du fait du cosmopolitisme qui empêche un conservatisme, qui empêche de protéger des valeurs immuables et éternelles. Parce qu'on est dans un flux permanent d'arrivée de nouveaux gens et de nouvelles valeurs. Tandis que dans la dimension continentale, quand on est fermé à la mer, il y a la possibilité de penser une forme de conservatisme religieux, un rapport à la terre. Parce que quand on est un agriculteur, on est synchronisé avec le cosmos. Parce qu'on doit prendre des saisons qui se répètent chaque année, les mêmes. Le rapport à la terre chaque année nous donne la même chose. Donc il y a une logique cyclique du temps. Donc il y a même la question de la temporalité, le rapport au temps. Donc un sédentaire agriculteur est quelqu'un qui est dans l'immuabilité. Quelqu'un qui rêve que l'année prochaine sera la même que cette année-là. C'est un peu au Maroc, on espère chaque année les plus grands pionniers. La conquête de l'Amérique, c'est les Anglais, l'Australie, c'est les Anglais. Ils ont un déracinement très, très facile à établir. Et puis la manière de faire la guerre, elle est également radicalement différente. C'est que les continentaux, traditionnellement, quand ils se font la guerre entre eux, c'est des armées régulières qui s'affrontent dans un champ de bataille, loin de la ville, loin de la population civile. Donc il y a quand même un minimum d'esprit chevaleresque qui va disparaître avec la Première Guerre mondiale, mais qui a structuré de tout temps les guerres. Et donc on a, dans la vision maritime, il y a une dimension de guerre totale. Parce que la guerre, quand les marins font la guerre, les Anglais, les Américains, c'est pas uniquement une guerre militaire, c'est une guerre économique. La logique de couper les routes commerciales, d'établir un embargo. Donc on n'établit pas une distinction entre population civile et population militaire. Quand l'Amérique impose un embargo à l'Irak, elle punit tout le peuple irakien. Elle ne fait pas de différence. Quand l'Amérique impose des sanctions à l'Iran ou à d'autres pays, elle ne punit pas uniquement l'État iranien ou le régime iranien, mais toute la population iranienne. Parce que quand on fait même une guerre maritime en coupant les routes commerciales et en étouffant un pays, on est dans une dimension génocidaire. Il n'y a pas de chevalerie là-dedans. D'où le fait que la conquête de l'Amérique par les anglo-saxons a été une conquête génocidaire. Les Indiens d'Amérique ont été génocidés. Aujourd'hui, ils vivent dans des réserves, c'est-à-dire à la limite des réserves animalières. Donc c'est une guerre totale que mènent les marins, contrairement aux continentaux. Alors, cette rivalité terre-mer, on la retrouve même au niveau continental, et c'est là où on va venir au monde arabe. C'est que dans le continent, il y a également une manière d'être un marin, même sur le continent. Ça s'appelle les nomades. Les nomades, comme les marins, sont des fervents défenseurs de la liberté spatiale territoriale. Et donc, ils ne veulent pas être limités par des frontières, parce qu'il y a le principe de transhumance, ils ont un bétail, de chameaux, de n'importe quoi, et donc ils doivent se déplacer en permanence pour trouver des pâturages. Et donc les nomades, par définition, sont en rivalité permanente avec les sédentaires, pour deux raisons. Premièrement, les nomades sont toujours minoritaires démographiquement dans tous les pays, parce qu'on va bouffer tout l'élevage et on crève de faim. Donc, que font les nomades de manière instinctive et depuis toujours? Ils aiment mettre en vente trop d'enfants. Le sédentaire, c'est tout le contraire. Plus il a d'enfants, plus il peut défricher de la terre. Et l'agriculture permettant un excédent de production que l'on peut conserver, ce que le nomade ne peut pas. Il ne peut pas conserver la viande d'un chameau. Il ne peut pas le faire trop longtemps. Par contre, le blé, on peut le conserver très longtemps. Et donc, cette logique d'excédent de production permet aux sédentaires d'avoir une quantité élevée de 7, 8 enfants par femme, même plus des fois. Et donc, ils sont tous majoritaires. Alors, le nomade, comment il va compenser le déficit démographique? Il va le compenser en développant une anti-morale.
C'est-à-dire la morale du sédentaire, c'est l'anti-morale du nomade, et inversement. C'est-à-dire, le sédentaire, il est tenu de défendre sa terre. Il peut pas faire des escarmouches, et puis il faisait semblant de battre en retraite, et puis quand l'ennemi en face est content, il a gagné, là il se retourne et il écrase l'ennemi. Donc ils sont dans la ruse, ils ne sont pas dans la verticalité. Et le plus moral, parce que c'est lui qui permet la survie du groupe. Et donc la trahison, la traîtrise, la ruse est une morale chez le nomade. Et chez le marin, parce que tout le monde connaît la série Vikings, les Vikings, ils affrontent très peu les armées régulières. Ils attaquent des villages, des églises, ils attaquent par surprise, d'accord, parce qu'ils n'ont pas la supériorité numérique. Et donc ils la compensent par la ruse, par l'intelligence et par même la traîtrise. Ils peuvent peut-être de rompre un accord pour profiter de la faiblesse des sédentaires. Et donc on a ce rapport également à la guerre. Donc dans le monde arabe, on a deux catégories. On a des sédentaires qui habitent dans des pays à tradition étatique plurimillénaire, comme l'Irak, comme l'Égypte, comme la Syrie, et l'Iran, ils ne sont pas arabes, mais c'est le Moyen-Orient, le Grand Moyen-Orient. Et puis de l'autre côté, on a les nomades des Bédouins, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats. Et ces deux, la France et la Russie aujourd'hui, vont établir des alliances avec les pays arabes, il y aura des affinités. Les continentaux sédentaires, au niveau géopolitique, vont s'allier aux Arabes sédentaires avec une tradition étatique qui sont dans la potestas directa, qui sont dans la territorialité. C'est-à-dire que les alliés de la Russie vont être l'Irak, la Syrie et l'Égypte, durant toute la guerre froide. Pareil pour la France, la politique arabe de la France, c'était ça. Jusqu'à Jacques Chirac, les amis naturels de la France, c'était l'Irak. Et puis la Syrie, pour des raisons historiques également. Également l'Égypte dans une bonne mesure. Tandis que les marins, les Anglais et les Américains, vont s'allier avec qui? Avec des marins continentaux, avec les Saoudiens, avec les Qataris, qui sont les principaux alliés des États-Unis dans la région. Donc ces affinités-là, en termes de mode de vie, déterminent des affinités en termes de géopolitique. Et donc même des alliances, ce ne sont pas des alliances arbitraires, c'est des alliances des l'Irak ou autres, c'est également pour défendre leur vision du monde. Mais là, le problème, c'est qu'à partir du début des années 2000, l'Empire américain, parce que ce n'est pas un État, l'Amérique n'est pas dirigée par le peuple américain, elle est dirigée par des establishments. Et chaque establishment traduit les intérêts d'un certain nombre de lobbies. Le lobby de l'armement, le lobby sioniste, le lobby des médicaments, etc. Et donc, cet empire américain a entamé une phase de déclin. Parce que vous savez, on avait parlé de la translation ibérique, c'est-à-dire que le centre de gravité de l'empire maritime se déplace. Il est allé de la Grèce, il est allé vers Carthage, puis il est allé vers le nord de l'Italie, puis vers la Hollande, puis vers l'Angleterre, puis vers les États-Unis. Et il n'est pas exclu qu'il migrera à nouveau vers une autre région. Et donc les États-Unis entrent en déclin, entament un déclin que l'on verra de manière claire et évidente avec la crise de 2007-2008, crise des subprimes, mais on peut le voir avec des variables beaucoup plus intéressantes et plus sérieuses. On peut le voir avec la mortalité infantile. La mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre d'enfants morts sur les enfants nés de 0 jusqu'à 6 mois, puis de 0 jusqu'à 2 ans et de 0 jusqu'à 5 ans, ne nous informe pas uniquement sur le nombre d'enfants morts en couche, mais nous informe sur tout l'état économique, sanitaire du pays. Dans un pays où la mortalité infantile n'arrête pas de diminuer, tout va bien. Ils forment de plus en plus de médecins, ils forment de plus en plus d'hôpitaux, l'hygiène est de plus en plus bonne, donc l'État globalement va bien. Quand la mortalité infantile, qui est une variable lourde, commence à augmenter, là ça veut dire que le modèle est en crise. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à former autant de médecins, qu'il n'arrive plus à garder ou à créer autant d'hôpitaux qu'avant, et donc ça permet de détecter un déclin. Pareil pour la mortalité tout court, l'espérance de vie à la naissance. En Occident, il n'arrive pas d'augmenter depuis plusieurs décennies. Aux États-Unis, pour la population blanche âgée de 40 à 55 ans, l'espérance de vie commence à diminuer. Ce qu'on n'a jamais vu dans un pays occidental, libéral, etc. Donc c'est l'empire en déclin. Alors quand l'empire de la mer recule, on n'a plus les moyens de contrôler le Rhineland, alors un en profite pour s'étendre et pour échapper à l'encerclement. Et donc là, on voit la Russie qui en profite pour affaiblir le régime pro-américain en Géorgie, dans le Caucase, et on profite pour récupérer la Crimée au niveau de l'Ukraine, les États-Unis ne font rien, et n'empêche la stratégie américaine de déstabilisation de la Syrie en intervenant directement militairement, la première fois depuis la fin de l'Union soviétique, que la Russie se projette militairement en dehors de son territoire. Et donc aujourd'hui, notre époque est une époque très particulière, parce qu'on est en train de vivre et d'assister à une reconfiguration spatiale et globale de la planète.
On l'a vu durant la guerre 14-18, on l'a vu durant la guerre 39-45, et aujourd'hui on la voit, mais dans un autre schéma moins frontal, quoique. Alors l'Empire maritime, comme il est dans une vision de guerre totale, comme il est dans une vision de ruse et pas de chevalerie, il va adopter une stratégie du chaos contrôlé. C'est-à-dire une région que je ne peux plus maintenir, contrôler, ben je vais la brûler. D'accord? Le Heartland ne l'aura pas. D'accord? Ni moi ni le Heartland. Et donc il y a une stratégie de fragmentation sur une base ethnique et ethno-professionnelle qui va être mise en place au niveau du Moyen-Orient. Et on a un rapport qui a été publié par un lieutenant-colonel de l'armée américaine dans la revue de l'armée américaine, l'FJ, c'est Ralph Peters, qui va intituler sa proposition Blood Borders, les frontières du sang. Et là, c'est intéressant de le voir, c'est vérifiable sur Internet. Donc là, on a une carte actuelle du Moyen-Orient, avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie. Lui, il dit, avec ces États-là, ce n'est pas gérable à long terme. Ce n'est pas gérable à long terme pour les intérêts des Américains dans la région. Ce n'est pas gérable parce qu'il y a quand même des États que l'on n'a pas pu déconstruire par le libéralisme économique et qui sont inaccessibles à nos capitaux, à nos marchés. Et avec le retour de la Russie et l'apogée de la Chine, on ne peut plus intervenir militairement comme avant, surtout avec la crise financière. Et donc l'idée, en prenant en compte également les intérêts d'Israël dans la région, étant de fragmenter ces États sur une base ethnique et religieuse. Et donc là, les Américains ont deux alliés. Ils ont leur allié marin terrestre, c'est-à-dire les nomades, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Puis ils ont des alliés idéologiques. Ils partagent la même vision du monde, c'est-à-dire le salafisme et les frères musulmans. Pour une raison militante, c'est que les salafistes et les wahhabites, dans la descente saoudienne, et les frères musulmans ne s'inscrivent pas dans une logique nationale. Pour eux, tous les États du monde musulman, c'est des idoles. Asman, ils ne doivent pas exister. Ce qui doit exister, c'est la Oumma. Donc ils réactivent un mythe fondateur, celui de la Oumma, pour développer un logiciel idéologique. Et les Américains, ça les arrange, parce qu'au niveau de la phase 1, ils ont le même objectif, déconstruire les États-nations. Les Américains le font par le libéralisme économique, le libéralisme politique et le libéralisme culturel. C'est-à-dire quand un pays accepte la mer, salut aux États-Unis, s'ouvre aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a en retour? Il y a leurs banquiers qui viennent, il y a leur Mickey Mouse qui vient, il y a leur Hollywood qui vient, et leur Gay Pride qui vient. Il y a tout qui vient, mais petit à petit. On a beau négocier, dire bon, ça, ok, on veut, mais ça pas encore, la société n'est pas prête. Ils vont tout faire pour déployer tout le logiciel. Et le libéralisme, qui est la dimension économique de la modernité, a pour but de faire l'énergie libre d'identité collective, c'est-à-dire qui est totalement libre, radicalement libre. Et pour le faire, il faut déconstruire les identités collectives. Donc on a déconstruit historiquement les corporations, après la Révolution française, les corps intermédiaires, on a déconstruit l'Église en Europe, et puis là on est en train de déconstruire la famille et le genre. Même l'identité sexuelle en tant qu'identité collective pose encore un certain nombre de problèmes à la vision libérale de cette pratique du monde. Et donc c'est un choix, quand le pays fait un choix, après on ne peut pas faire marche arrière, c'est très compliqué, on ne peut pas se plaindre non plus. Parce qu'on ne peut pas vouloir les avantages de la modernité sans en vouloir les inconvénients. C'est-à-dire la perte de tout l'enracinement et toutes les valeurs structurantes. Et donc dans la phase 1, les Américains s'appuient sur des réseaux tels que le Maghreb islamique, en Sahel en Afrique, qui sont en réalité la Légion arabe de la CIA. C'est un ensemble de mercenaires à qui l'on vend l'idée d'une idéologie du combat. Vous allez faire la guerre au nom de Dieu, vous allez faire un trafic de Marlboro au nom de Dieu, vous allez faire un trafic de cocaïne dans le Sahel au nom de Dieu, et en échange, on va vous amener à condition que vous vous attaquiez aux États-nations qui sont toujours forts, qui ne veulent pas s'ouvrir amicalement à la guerre. Donc dans cette logique-là, on a ce phénomène-là. Et donc l'Arabie Saoudite représente le financier de ces réseaux-là, avec le Qatar, avec des spécialisations. C'est-à-dire le Qatar va soutenir le contrairisme islamique, c'est-à-dire les frères musulmans, tandis que l'Arabie Saoudite va se charger de la dimension salafo-arabique. Mais aux États-Unis, il n'y a pas que la vision maritime du monde. Il y a toujours eu deux visions du monde. Il y a eu ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Et la doctrine Monroe, c'est une doctrine qui a prévalu aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale. C'est une doctrine isolationniste. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Américains disaient l'Europe
on a fait un désamarrage avec l'Europe depuis longtemps, depuis notre indépendance, et on n'en a rien à faire de ce qui se passe au niveau du continent. Nous, ce qu'on veut, c'est rester isolé des guerres et des conflits qu'il y a en Europe. Et donc, on va s'étendre au niveau continental américain, c'est-à-dire vers le Canada, vers le nord, une fois conquérir des territoires, vers le sud, la guerre contre le Mexique, puis la guerre contre l'Espagne par rapport au contrôle de certaines îles. Donc c'est une doctrine continentale isolationniste qui a prévalé. Mais avec la Première Guerre mondiale, les États-Unis acceptent de prendre le relais de l'Angleterre. Et donc ils s'ouvrent à la mer, ils s'ouvrent à l'Europe, ils entrent dans une démarche impérialiste. Et donc on n'est plus dans l'État, on est dans l'impérium, dans une logique transnationale d'empire et d'empire maritime. Alors aujourd'hui, avec le début du déclin des États-Unis et la crise économique profonde qui continue de sévir, où il y a 40 millions d'Américains qui vivent avec des bons alimentaires, c'est-à-dire pour ne pas mourir de faim, il y a la doctrine Monroe qui commence à revenir de manière indirecte et qui a été portée par Trump. Et donc Trump traduit premièrement la volonté d'un certain establishment, de certains lobbies, qu'on appelle le lobby WASP, White Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire les protestants blancs américains qui sont dans l'industrie, qui sont dans une activité économique enracinée, qui ne sont pas intégralement dans la finance. Et puis de l'autre côté, on a l'establishment qui avait derrière Hillary Clinton, qui est le capitalisme nomade, c'est-à-dire la finance qui peut migrer d'une région à une autre, qui n'a pas d'enracinement et qui ne voit pas les États-Unis comme un État, mais qui le voit comme une vache que l'on peut traire et qu'on peut abandonner, aller à Shanghai après ou revenir à Londres si jamais ça s'écroule. Donc on a cet affrontement qui aboutit à la victoire de Trump. Donc Trump, il a un projet, c'est de désarticuler tout cet appareillage de la CIA qui se déploie au Moyen-Orient par le terrorisme. Et donc il fait une visite en Arabie Saoudite, vous l'avez vu dernièrement. Et juste après, il y a le déclenchement d'un certain nombre de changements dans la région. L'Arabie Saoudite arrête de financer Daesh. Le Qatar est étouffé par l'Arabie Saoudite, et donc le Qatar ne peut plus financer le contraire musulman de partout. Et puis quand l'Arabie Saoudite arrête de financer Daesh, qui était déjà en déclin, s'est totalement écroulé. Aujourd'hui, il n'y a plus de Daesh. Toutes les villes ont été reprises par l'armée syrienne et par les milices kurdes. Et donc, il y a un changement, il y a un réagencement au niveau du Moyen-Orient. La Syrie a survécu en tant qu'État et s'est pas écroulée. Et donc, le Rahman commence à augmenter. Alors, pour revenir à l'Europe, il n'y a pas d'Europe. Il y avait au moins deux Europes. Une Europe anglaise ou anglo-saxonne, libérale économiquement, et puis il y avait une Europe continentale. C'est le plan géopolitique, j'entends. Porté par l'Allemagne, porté par la France, avec l'Empire napoléonien, avec le premier Reich allemand, c'est-à-dire le Saint-Empire romain germanique, puis le deuxième, puis le troisième Reich. Mais aujourd'hui, l'Allemagne, qui a été castrée après la Deuxième Guerre mondiale, n'a plus de géopolitique mondiale, mais n'a qu'une géopolitique régionale en Europe, c'est-à-dire au niveau des Balkans. Elle a joué un rôle dans la déstabilisation de la Yougoslavie, dans la fragmentation de la Yougoslavie et la guerre civile qu'il y a eu là-bas, mais elle ne peut plus prétendre à une géopolitique mondiale. Et donc aujourd'hui, l'Europe n'a pas de doctrine géopolitique en tant que telle, mais l'Angleterre est toujours là. Et l'Angleterre est toujours alignée, sauf dans quelques cas, sur la géopolitique américaine. Pourquoi? Parce que l'Angleterre, elle connaît dans le détail tous les clivages ethniques, religieux, tribaux, claniques du Moyen-Orient, parce qu'ils l'ont dominé pendant longtemps, donc ils connaissent par cœur. Et donc, dans le schéma de domination du Rhineland, dont on fait partie du monde arabe, l'Angleterre est un peu la matière grise des États-Unis. Parce que vous devez connaître qu'il y a eu en 1948 un accord qui, je crois que 1948, j'espère ne pas me tromper, un accord qui a été signé entre 5 pays, c'est-à-dire les pays anglo-saxons, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est l'accord des Five Eyes, des 5 yeux. Pourquoi? Parce que l'accord stipule que désormais, les services secrets de chacun de ces 5 pays vont être mutualisés. D'accord? Donc en réalité, on ne parle pas que de la CIA. D'accord? Mais on parle d'une structure de renseignement qui partage tout. Qui partage les informations, qui peut monter des opérations en commun et qui implique les renseignements de chacun de ces pays-là. Et donc, dans ce schéma-là, l'Angleterre représente la matière grise du monde anglo-saxon dans son schéma de domination du Rhineland. Et donc, la deuxième carte que nous propose Ralph Peters, qui serait mieux du point de vue américain et du point de vue israélien, c'est cette carte-là. Donc, elle est radicalement différente. Donc, il y a des pays qui disparaissent, l'Irak disparaît, il est partagé entre un pays qui propose
un pays arabe chiite avec pour capitale Al-Basra, un pays arabe sunnite irakien avec pour capitale Bagdad, et puis un Kurdistan libre. Et vous avez vu récemment qu'il y avait un référendum dans le Kurdistan irakien. En fait, des mecs qui travaillent, ils ne chantent pas. Donc il y a une volonté d'établir un pays sur une base ethnique, la base kurde. Et donc au niveau de l'Irak, ils ont obligé les autorités irakiennes à laisser faire un référendum. Bien sûr, le oui l'a remporté, les Kurdes ne veulent pas vivre en Irak, avec les Irakiens. Et puis en Syrie, les Américains ont choisi comme alliés sur le terrain les Kurdes de Syrie. Ils ont armé, entraîné et financé pour combattre Daesh entre guillemets. Et la Turquie n'a pas trouvé vu. Parce qu'en Turquie, il y a également des Kurdes, beaucoup de Kurdes. Et donc des Syriens kurdes armés et entraînés, ayant une expérience militaire, peuvent transférer leur savoir-faire et même aider militairement les Kurdes de Turquie à devenir indépendants. D'où tout le froid et les ruptures diplomatiques qu'il y a eu récemment entre la Turquie et les États-Unis. La Turquie n'a pas accepté cela parce qu'il en va de la survie de la Turquie. Et donc ils ont tenté de créer un Kurdistan libre. Alors, l'Arabie Saoudite n'échappe pas également à ce plan de fragmentation. Donc le but étant de. Alors, l'État arabe chiite englobe également l'Est de l'Arabie Saoudite, qui est peuplé majoritairement de chiites arabes, duodécimains. Et puis, il a une proposition originale, c'est de créer un État papal musulman, comme un Vatican musulman. Un État qui englobe deux villes, la Mecque et Médine, qui est indépendant de l'Arabie Saoudite, qui n'existera plus, et dont la direction sera donnée à chaque pays musulman à tour de rôle. Avec une rotation. Un peu comme la présidence de l'Union européenne qui change chaque année d'un pays à l'autre. Et donc, ce schéma, et puis pareil pour l'Iran, à qui on va enlever le Baloutchistan, qui va devenir indépendant, une partie, parce que le sud-ouest iranien est peuplé majoritairement d'arabes, donc on va l'enlever et l'annexer dans l'Iran. Donc il y a un projet de fragmentation. Alors Israël, elle a également la même lecture. Et il y a un diplomate israélien qui, dans les années 70-80, avait publié une étude en hébreu, dont il est sioniste naturellement, une étude en hébreu, il s'appelle Yodel Yinon, où il propose la même chose bien avant la place, c'est-à-dire de fragmenter tous les États arabes de la région sur une base ethnique et ethno-confessionnelle, c'est-à-dire ethno-religieuse. Et heureusement qu'il y avait un autre juif qui est anti-sioniste, qui s'appelle Israël Shach, qui va traduire le document publié par Yodel Yinon en anglais parce que tout le monde lise le plan dans le projet. Et donc quand on le lit, on comprend que l'on est dans la continuité. Parce qu'un Moyen-Orient, c'est-à-dire qui est une partie du Rimland, qui est fragmenté, fera qu'aucun de ces petits États ne pourra être viable économiquement. D'accord? Parce qu'il y a la question de l'accès à l'eau, il y a la question du pétrole, parce que certains pays vont se retrouver avec le pétrole, celui-là, là il n'y aura pas de pétrole. Donc c'est des États qui ne sont pas viables et qui dépendront d'Israël et des États-Unis pour garantir leur sécurité. Parce que comme ils sont divisés sur une base ethnique et religieuse, ils vont tous se détester. D'accord? Et ça va créer des schémas de tension, des schémas de guerre entre les Kurdes et les Arabes sunnites, entre les chiites arabes et les sunnites de la région de Neige. Donc ça va être un schéma de conflictualité permanente, de chaos contrôlé, mais entre eux. Et donc ils sortiront de la logique de l'Eurasie, donc ils ne vont pas rejoindre la Heartland, c'est-à-dire la Russie et la Chine, et ils ne vont pas être du côté américain que quand ils en auront besoin, qu'ils demanderont la protection américaine et israélienne. Et donc ces petits États deviendront des États satellitaires d'Israël et qui expliquent qu'Israël n'a pas de frontières, elle ne reconnaît aucune frontière, parce qu'elle se réserve le droit d'étendre ses frontières. Parce que l'Israël actuel tel qu'il existe, et l'Israël central pour comprendre la géopolitique de la région, n'est pas viable économiquement. D'accord, ils ont de la technologie, ils font de la recherche, mais ils dépendent intégralement de l'aide financière américaine. De l'aide financière américaine qui leur a accordé chaque année à coups de milliards pour s'armer, pour financer la recherche, pour l'agriculture. Il y a un stress hydrique qui font qu'ils n'ont pas d'eau, très peu d'eau. Et donc ils dépendent également de l'importation d'eau, qu'ils achètent entre autres à la Turquie et d'autres. Et donc pour qu'Israël soit viable, il faut qu'il étende sa frontière à ce qu'on appelle un Lebensraum, c'est-à-dire un espace vital, c'est-à-dire une région territoriale qui va être épurée ethniquement, colonisée, et qui va servir à nourrir, alimenter en ressources naturelles, en eau, etc., en alimentation, la population de colons et la population israélienne. Et là, je vais revenir rapidement à Carl Schmitt. Carl Schmitt, c'est lui. Il a développé un certain nombre de concepts qui permettent de comprendre beaucoup de choses. Alors, premièrement, dans la géopolitique continentale, on parle du contrôle de grands territoires, ça s'appelle Großraum. Raum, c'est étendue, territoire, Groß, c'est grand. Grand territoire
qu'un État ou un empire, dans le cas allemand, doit contrôler, doit y dire la loi et doit le sanctuariser et empêcher toute ingérence étrangère. Donc on est dans un État avec un territoire et qui doit effectivement contrôler tout le territoire. Il ne doit pas y avoir une poste dans les territoires qui soit hors contrôle. Tandis que, comme j'ai dit, dans le modèle maritime socratique, il n'y a pas une logique de profondeur stratégique ou de contrôle du grand territoire, il n'y a que les routes maritimes. Même l'océan, ils ne vont pas chercher les sardines, ils vont chercher uniquement les routes commerciales et les détroits. D'où le fait que la géopolitique américaine au Moyen-Orient, et par rapport à la question iranienne, pour y revenir, est une question de détroit. Il y a le détroit d'Ormuz, je vais sortir une carte, toujours l'habitude d'avoir un ordinateur là. Donc le détroit d'Ormuz, c'est là, c'est entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Sultanat d'Oman, c'est par là que passe la majeure partie de la production pétrolière du Moyen-Orient. Donc tout ce qui est produit comme pétrole, parce qu'il n'y a pas de pipeline important qui permet de transférer le pétrole vers l'Europe directement. Et donc on est obligé de passer par les tankers, ces grands bateaux qui transportent du pétrole et qui passent par le détroit d'Ormuz. Or, à côté du détroit d'Ormuz, il y a l'Iran. Donc si demain l'Iran décide de fermer le détroit, il n'y a plus de pétrole. Enfin, pas pour elle, l'Iran a du pétrole, mais pour l'Europe et le monde occidental. Il y a également le détroit d'Adana, il y a un certain nombre de détroits. Et donc l'Iran est central dans la géopolitique américaine. Et là, il y a deux approches aux États-Unis pour traiter la question iranienne. La première, c'est comme j'ai dit, la guerre totale maritime, on étouffe l'Iran, on le tue. On établit un embargo, on interdit la vente de médicaments, la vente de pièces de rechange pour les avions, on punit collectivement tous les Iraniens de résister à l'Empire américain. Et puis, il y a la deuxième approche, qui est beaucoup plus proche de l'esprit maritime et beaucoup plus perverse, c'est celle qui est proposée par les démocrates, notamment Hillary Clinton et Obama. C'est au contraire, on ne va pas encercler l'Iran, on ne va pas l'étouffer. On va se réconcilier avec l'Iran pour que l'Iran s'ouvre. Et en s'ouvrant économiquement, il ne sera pas à l'abri de l'influence culturelle occidentale. Et donc le jour où les Iraniens rêveront de s'habiller en jean, rêveront de manger du McDo et regarderont les séries américaines, là on a gagné. Parce qu'ils auront perdu tout enracinement, tout référentiel idéologique et religieux qui leur permettent de résister à la logique du marché. Et donc on va les dominer pour mieux les casser, pour mieux les dominer. Dominer culturellement, ça s'appelle le soft power. Et le hard power, ça en vient avec les bombardiers en rase tout. Et puis le soft power, par la culture, par la diffusion, que les films et les séries sont normatives. C'est-à-dire quand les Américains veulent provoquer un changement sociétal, par exemple le rapport, je ne sais pas, à la question des Américains d'origine afro-américaine, ils mettent dans une série un héros noir. D'accord. Il devient sympathique même pour le racisme qui est la série. Donc petit à petit, ça provoque une forme de révision autocritique. Bien ils mettent un homosexuel comme une figure centrale, héroïque, sympathique, pour préparer également un changement sociétal. Et donc à travers les films, il y a des codes qui entrent, il y a des symboles qui rentrent, il y a des référentiels qui rentrent de manière subliminale. On ne le conçoit pas de manière consciente, mais on est influencé de manière inconsciente. Et donc Obama, avant de partir, il avait entamé la réconciliation avec l'Iran. Et donc en 2015, il y avait le projet de lever les sanctions contre l'Iran, de signer des contrats économiques avec l'Iran. La France a voulu en profiter, tout le monde a voulu en profiter. Et puis il vient Trump, et il verrouille la question iranienne, et il revient au hard power. Alors qu'aux États-Unis, le clivage républicain-démocrate par rapport à la question géopolitique, il n'est pas dans la finalité. La finalité est la même, la domination de la terre par la mer. Mais en termes de modalité de stratégie, on a les républicains, un peu le côté cow-boy, sont très frontal, ce qui est déterminé par les lobbies qu'il y a derrière, qui sont les lobbies d'armement, qui ont besoin d'une vraie guerre, pour faire du chiffre, pour faire de l'argent. Donc quand les républicains sont au pouvoir, on a des guerres réelles. L'invasion d'Irak, de l'Afghanistan, une guerre chaude, pas une guerre froide. Les démocrates sont adeptes d'une approche beaucoup plus subtile. Au lieu de dépenser énormément pour envahir un pays, on va faire en sorte que ce pays se détruise par lui-même en adoptant notre idéologie. Et donc ils encouragent des révolutions de couleur, ce qu'on appelle. Les révolutions de couleur, ils s'appuient à travers un réseau d'ONG, à travers un réseau d'influence culturelle et de diffusion idéologique, sur la jeunesse principalement, parce que la jeunesse est enthousiaste et un peu naïve et manipulable. Et donc ils cherchent à déstabiliser un pays de l'intérieur. Et donc, ils usent également de la corruption pour créer ce qu'on appelle une cinquième colonne. Alors, cinquième colonne, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut 4 colonnes pour tenir une structure. Une cinquième ne sert à rien. Mais elle sert à quelque chose quand même. C'est-à-dire, dans un pays donné, nous, les Américains, on va voir quels gens on peut corrompre dans les hautes fonctions, dans les sphères des intellectuels
intellectuels, des artistes, pour défendre d'autres modèles de société dans leur pays. Et donc ça va devenir littéralement des agents actifs. Donc c'est des gens qui vont défendre le libéralisme, qui vont défendre le droit d'homisme, le droit d'ingérence humanitaire, ça j'ai oublié d'en parler, dans la vision maritime du monde. Comme on est à une échelle océanique et planétaire, ils développent une rhétorique universaliste. Et donc, le droit de l'homisme, qui n'est pas les droits de l'homme, mais qui est l'instrumentalisation du référentiel des droits de l'homme pour envahir les pays. Et donc on va bombarder les gens au nom des droits de l'homme, on va massacrer des familles au nom des droits de l'homme, comme on dit, comme un peu partout on le voit, ce qu'il appelle le droit d'ingérence humanitaire. C'est un droit anglo-saxon, c'est un droit continental. Les Chinois n'ont rien à faire que, je sais pas, que des gens meurent quelque part ou ailleurs. Ils sont dans une vision de souveraineté, du respect de la souveraineté des États. Il n'y a pas de droit d'ingérence chez les Chinois ou les Russes, mais il y en a dans le monde anglo-saxon. Alors, dans ce schéma-là, j'ai pas vu le fil de ce que je disais. Oui, donc la cinquième colonne, ça va être des gens que l'on va corrompre ou récupérer, c'est-à-dire ils peuvent être convaincus, pour défendre le modèle anglo-saxon et libéral dans des sociétés qui ne le sont pas. Et donc c'est des gens qui peuvent accéder à de très hautes fonctions et qui travaillent soit en échange d'argent, soit parce qu'ils sont convaincus, pour un modèle qui est l'antithèse de leur pays et de leur référentiel idéologique. Et donc les révolutions, ça va être l'Ukraine, par exemple. En 2003, quand il y avait un président relativement neutre, ni pro-russe, ni pro-américain, et qui va être chassé du pouvoir par la rue, des gens vont sortir manifester, on est contre la corruption, on est contre le pouvoir, ce qui est vrai, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'injustice en Ukraine, mais la finalité n'est pas de lutter contre la corruption, mais d'un changement de régime pour mettre à la place un régime allié de la logique libérale américaine anglo-saxonne. Et donc on aura Yushchenko avec, comment ça s'appelle l'autre, j'ai oublié, mais Yushchenko qui va devenir le président de l'Ukraine va reproduire, qui va être porté au pouvoir par la rue, par les jeunes. Il va reproduire les mêmes schémas de corruption, mais contrairement à celui qui l'a précédé, va être pro-américain et anti-russe. Et puis comme ça ne marche pas, les prochaines élections, ça va être un candidat pro-russe qui va gagner, Yanukovych. Que font les Américains? Ils réactivent les mêmes réseaux des ONG, les mêmes réseaux d'influence, les mêmes financements pour déstabiliser à nouveau le pays. Et ça va être Maïdan, on l'a vu en 2015, où Yanukovych a dû fuir. Et là aujourd'hui, on a un régime pro-américain en Ukraine. Donc le but étant également d'empêcher la Russie d'accéder au gaz chaud. Ils l'ont fait en Géorgie, ils l'ont fait dans le Maghreb, ce qu'on appelle le printemps arabe. Ils le font un peu partout. Donc c'est une méthode alternative. Donc dès que vous voyez des noms comme Open Society, comme Freedom Society, d'accord, si vous remontez au financement, vous trouvez toujours le Parti démocrate derrière, ou George Soros derrière, un certain nombre de noms facilement identifiables. Donc on a le soft power américain démocrate qui agit de manière indirecte, ce qu'on appelle la potestas indirecta. On a le potestas directa, c'est la dimension verticalité de l'État continental enraciné, et puis on a la potestas indirecta qui est caractéristique de la vision de la mer, ce qu'on appelle le indirect rule. C'est-à-dire, je donne un exemple très simple. Imaginons qu'on a une émission TV, d'accord, et moi je suis un État continental avec une verticalité du pouvoir. Je n'aime pas ce que dit l'émission, je donne l'ordre de la fermer. L'émission est fermée, on vire les journalistes et le sujet est clos. Dans le modèle anglo-saxon de la mer, on ne va pas fermer l'émission, on va agir de manière indirecte. On va parler à l'animateur pour que dans sa manière de gérer, avec les grimaces qu'il va faire, avec les sourires, avec le ton de parole qu'il va accorder à celui-là plutôt qu'à celui-là, la manière avec laquelle il va orienter les débats, le résultat final sera que la personne qui dérange, c'est dans le débat, dans l'émission, va perdre le débat qu'elle le veut ou non. Parce que quand le débat est biaisé par l'animateur, le résultat final sera que les gens vont applaudir celui que l'animateur a valorisé en lui donnant plus de temps de parole, en souriant béatement à tout ce qu'il dit, en faisant des grimaces à ce que dit l'autre. Donc c'est une manière indirecte de traiter la chose et de déployer un pouvoir. Et donc au niveau de la géopolitique, ça se traduit par des ONG, ça se traduit par le culturel, par la diplomatie culturelle, par des méthodes indirectes. Donc on a aujourd'hui cet affrontement historique entre ces deux manières de voir le monde, et dans le monde arabe, l'Europe n'a plus son mot à dire parce qu'il n'y a plus de géopolitique française au Moyen-Orient depuis Chirac. Enfin, Chirac est le dernier à avoir eu quand même une lecture terrestre, continentale des intérêts de la France au Moyen-Orient. Parce que remarquez que quand les États-Unis ont voulu envahir l'Irak, il y avait 3 pays qui se sont opposés. Et qui se sont opposés de manière frontale tous les 3. Il y avait la Russie avec Poutine, il y avait l'Allemagne avec Gerhard Schröder, et il y avait la France avec Jacques Chirac. Les 3 ont dit non, on est contre l'invasion américaine de l'Irak.
Les trois pays sont des pays continentaux et ils défendent un État enraciné, vertical, dictatorial, mais vertical quand même, qu'est l'Irak. Et puis de l'autre côté, on avait l'alignement de tous les pays qui sont dans le giron du monde anglo-saxon, c'est-à-dire l'Angleterre, et puis des pays satellitaires, qui ont encouragé l'Arabie Saoudite, a encouragé l'invasion américaine, le Qatar a encouragé le Koweït. Tous ces petits États bédouins sont inscrits dans l'optique américaine. Et donc, il n'y a plus de géopolitique française. Alors, la géopolitique allemande, comme j'ai dit, l'Allemagne est un pays qui a été castré après 1945, donc il n'a plus le droit d'avoir d'armée offensive, il n'a plus le droit de déployer une puissance militaire à l'étranger, sauf dans le cadre de l'OTAN, qui est contrôlée et verrouillée par les États-Unis. L'Espagne n'a plus les moyens d'une géopolitique, c'est une géopolitique régionale, par rapport au Maroc, par rapport à une partie de l'Afrique, c'est pas une géopolitique planétaire mondiale. L'Italie, l'Italie, on n'en a pas en parlé, il n'y a rien en Italie. La Grèce, ils font du fromage et des feta, de l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? L'Angleterre qui est alignée sur le modèle américain. Donc en fait, il n'y a pas une Europe, il y a l'Angleterre, c'est tout. Elle vient de quitter l'Europe, et c'est pas un hasard. Parce que l'Angleterre n'est pas européenne, elle n'est pas continentale, elle est maritime. Donc elle a désamarré, si on peut dire, le bateau du continent européen pour rejoindre les États-Unis. Et comme dans le modèle anglo-saxon, il n'y a pas d'État tel qu'on le comprend nous, au XIXe siècle, le Premier ministre anglais d'Israël, son nom, il avait proposé de déplacer la capitale du Commonwealth, de l'Empire britannique, de Londres vers New Delhi. Donc en fait, il n'y a pas d'enracinement du tout. La capitale doit suivre les capitaux. Et comme l'Inde, à l'époque, était la principale source de revenus de l'Empire britannique, la plus riche, avec toutes les compagnies commerciales là-bas, elle a proposé de déplacer la capitale en Inde. Donc on n'est pas dans une logique d'enracinement. Et puis il y a également dans l'état-major anglais de l'époque pré-Deuxième Guerre mondiale, qui avait proposé littéralement une fusion de l'Angleterre avec les États-Unis. Donc il n'y a pas d'attache à la terre, au pays, à la paysannerie. Mais l'Angleterre n'a pas toujours été comme ça, parce que c'est un choix que l'Angleterre a fait à un certain moment. Parce que dans le Moyen-Âge, quand on voit les héraldiques et les symboles d'État, enfin les bannières, il n'y a que des animaux des lions. Alors, le lion est caractéristique de l'Angleterre. Mais il y a eu un basculement à partir du XVe et XVIe siècle qui a fait que l'Angleterre, pour des raisons historiques et dialectiques, a choisi la mer. Elle s'est ouverte à la mer. Donc la mer n'est pas déterminée. On choisit d'accueillir la mer, on choisit de se fermer à la mer. Et donc là, le Maroc, il est face à ce choix-là, parce que depuis le plan d'ajustement structurel, l'affaiblissement de l'État central marocain, la privatisation, le libéralisme oligarchique qui s'instaure au Maroc, le Maroc a de fait, malgré lui, choisi la mer. Elle choisit l'Occident, l'ouverture à l'Occident. Aujourd'hui, on assiste à un petit basculement qui n'est pas encore encadré par une doctrine géopolitique marocaine, on n'en a pas. Il y a un retour vers le continent, vers l'interland, déjà, profondeur stratégique du continent africain. Donc on veut renouer avec le continent international. Mais comme on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et les sourires de la crémière, on ne peut pas en même temps adopter le libéralisme économique, le libéralisme culturel, etc., et sociétal, tout en voulant le continental, l'enracinement, le conservatisme et autre chose. D'accord. Et donc il y a une forme de schizophrénie, enfin le terme ne me gêne pas trop, mais on peut l'utiliser quand même, qui caractérise chaque Marocain, qui vit des contradictions internes, qui a un sentiment de double appartenance, qui veut la modernité tout en gardant la tradition, d'accord, qui veut qu'on rende Dieu tout en faisant n'importe quoi. Donc il y a une rupture qui s'établit par l'entrée de la modernité au Maroc, qui déconstruit la tradition, mais on n'est jamais dedans, enfin c'est un autre débat la modernité, mais en l'occurrence au niveau étatique, le Maroc n'a pas encore élaboré une doctrine géopolitique cohérente qui inclut les dimensions politiques, culturelles et économiques, qui lui permet de manière cohérente, structurée et stratégique de faire un choix stratégique. On n'a pas de choix stratégique. L'Afrique, on y entre par la banque et par les télécoms. C'est pas ça la géopolitique. La géopolitique, c'est autre chose. C'est tout un travail de soft power, c'est tout un travail culturel. Il faut un minimum de cohérence idéologique. Il faut déjà avoir une idéologie. On n'a pas d'idéologie. Il n'y a plus de gauche et plus de droite. Il y a quoi? Il y a d'un côté l'islamisme politique, et puis de l'autre côté, on a des libéraux modernistes occidentaux. Entre les deux, il y a un bricolage politique un peu de ci, un peu de là. Et la question se pose également au niveau du monde arabe, c'est que les pays arabes durant la guerre froide qui avaient opté pour le socialisme, dans un schéma de rapprochement avec le bloc continental incarné à l'époque par l'Union soviétique, avaient choisi le socialisme arabe. Donc ils ont choisi l'identité ethnique ou ethno-raciale, ils ont choisi un modèle idéologique qui leur permet d'avoir une cohérence et d'établir des alliances et des affinités géopolitiques avec les pays continentaux.
Et puis les Bédouins vont choisir le schéma. Donc, ce qu'il faut garder de tout cela, c'est qu'il y a un clivage qui transcende l'histoire de l'humanité, qui est le clivage où la rivalité terre-mer, qui n'est pas uniquement géographique, qui est culturelle, identitaire, civilisationnelle, économique, juridique. Et au niveau continental, on a la rivalité sédentaire nomade, dont je n'ai pas eu le temps de trop parler parce qu'on en parle en plus 4 heures, qui explique les différentes alliances, les différents agencements, les différents rapprochements. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre dans la mesure du possible, et je vous remercie pour votre toute attention. Vous avez tout compris, mais approfondissez ce que vous avez compris. Soyez pas timide. Sinon, moi je vais dire de manière arbitraire quelqu'un qui sera obligé de poser une question. À vous de voir. Les S, la honte, non, chauvin, les S, c'est votre matière. Allez-y. Monsieur, vous avez parlé de déconstruction des nations. Est-ce que vous pouvez parler assez bref pour parler du tiers-monde ou tiers-monde? Du tiers-monde ou déjà aujourd'hui, je pense qu'il est inadéquat, c'est une bonne question, mais il est inadéquat de parler de tiers-monde dans le contexte actuel. Parce que le clivage dont j'ai parlé, c'est globalement un clivage est-ouest. Parce que le monde de la mer est porté par l'Angleterre et par les États-Unis, donc il y a un axe géographique qui est orienté vers l'ouest. Et puis de l'autre côté, on a un axe est. Au niveau économique, on peut effectivement parler d'un nord et d'un sud. Donc, le clivage nord-sud caractérise la plupart des pays du monde. C'est-à-dire en Espagne, le nord est beaucoup plus riche que le sud, en Italie, le nord est beaucoup plus riche que le sud. D'accord. Pareil pour la plupart des pays, même pour l'Allemagne. Et puis même au niveau mondial, le nord est globalement plus riche que le sud. Et donc le tiers-monde, c'est une conception qui a émergé au cours du XXe siècle, qui aujourd'hui s'est vue reformulée dans d'autres termes. Donc aujourd'hui, on parle de pays en voie de développement, on parle de tiers-monde, on parle de pays émergents, alors c'est des catégories arbitraires, relativement arbitraires, on peut les redéfinir comme on veut. Et on parle de pays développés, de pays ayant achevé leur transition libérale, c'est-à-dire le monde occidental. Et les pays émergents, ça va être la Chine, ça va être le Brésil, ça va être l'Inde, l'Afrique du Sud. Donc des pays qui sont en train de rattraper le retard technologique et économique, des pays qui émergent. Et puis le reste du monde, c'est des pays en voie de développement, ils sont en voie de développement depuis un siècle. Donc il y a un problème quelque part, c'est qu'on s'est trompé de route, peut-être, et qu'on n'arrive pas à rattraper notre retard. Donc, mais en géopolitique, il y a effectivement une grille économique, qui vient s'ajouter à tout ce que j'ai dit. Et cette grille économique, on peut en parler premièrement à un niveau occidental, c'est que le monde occidental aujourd'hui est intégralement libéral et capitaliste, il y a différentes modalités de capitalisme. Il y a ce qu'on appelle le capitalisme anglo-saxon, et puis il y a le capitalisme rhénano-nippon.
c'est-à-dire le capitalisme allemand et le capitalisme japonais qui sont très proches. L'Allemagne et le Japon, c'est un plan économique et anthropologique, c'est des pays très très proches. Ce qui me fait dire des fois que l'Allemagne est un pays asiatique. Si on met de côté la peau, les yeux verts, etc., mais uniquement en termes de valeur et de structuration. Pourquoi? Parce que le capitalisme allemand et japonais, contrairement au capitalisme anglais et américain, ils sont toujours des pays industriels qui produisent de la richesse réelle. Ils font de bonnes voitures, ils font des machines, ils font de la robotique, ils créent de la vraie valeur ajoutée. Donc ils sont encore dans une dimension d'enracinement. Ils créent des produits réels, matériels. Et c'est des pays qui sont inscrits dans cette logique de géopolitique continentale, même si le Japon c'est un peu ambigu. Et puis de l'autre côté, on a le monde anglo-saxon, l'Angleterre et les États-Unis, qui ont tertiarisé leur économie. L'Angleterre n'a quasiment plus d'industrie. L'industrie automobile anglaise, elle a connu de grandes difficultés, elle a été rachetée par l'Inde. Tatra, je crois le groupe qui s'appelle Land Rover et comment s'appelle l'autre marque, a été racheté par l'Inde. Donc il y a une désindustrialisation de l'Angleterre qui s'est opérée et une désindustrialisation relative des États-Unis qui s'est opérée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la balance commerciale des pays anglo-saxons est déficitaire, c'est-à-dire qu'ils importent beaucoup plus qu'ils n'exportent, tandis que la balance commerciale de l'Allemagne et du Japon est excédentaire. Donc le surplus du capitalisme rénano-nippon est absorbé en grande partie par le déficit du capitalisme anglo-saxon. Alors pour le reste du monde, comme le Maghreb et le monde arabe, on n'est pas réellement dans le capitalisme, on est dans ce qu'on pourrait qualifier de proto-capitalisme. C'est-à-dire que dans la logique libérale, il faut qu'il y ait le moins d'État possible, le plus de marché possible, il faut qu'il y ait une capacité d'un minimum de libre concurrence, donc il y a un certain nombre de clauses qui doivent être réunies pour que l'on puisse parler d'une économie pleinement capitaliste et d'une économie libérale. Mais on est dans une forme d'économie qui est à cheval sur des structures archaïques et très modernes, qui sont souvent oligarchiques, de rente, de non-prise de risque, et à cheval également sur une rhétorique libérale, sur une vision libérale moderne de l'économie tertiaire, qui fait qu'au final, on a raté notre rendez-vous avec l'histoire et qu'on a sauté l'étape de l'industrialisation. Je ne sais pas, vous connaissez les étapes du développement du capitalisme. On a eu la phase agraire, c'est-à-dire la révolution agricole, qui permet l'excédent alimentaire, qui permet la révolution industrielle après. Et puis après la révolution industrielle, on a le passage vers le tertiaire, vers la finance, les services, etc. Alors dans le monde arabe et plus précisément dans le Maghreb, on est passé presque directement de la phase agricole vers la phase libérale tertiaire dématérialisée. Ce qui crée un schéma de domination et de dépendance intégrale sur le plan technologique. Parce que les pays qui ont adopté le paradigme classique de développement économique, comme l'Allemagne qui était en retard technologiquement par rapport à l'Angleterre dans le 19e siècle, mais qui a établi un schéma protectionniste en termes d'économie, un schéma volontariste au niveau politique pour rattraper le retard technologique, ça a été fait par Bismarck, qui a élevé l'Allemagne au rang de grande puissance technologique en chimie, en mécanique, etc., qui a permis toute une géopolitique allemande. Donc pour qu'il y ait une géopolitique, il faut qu'il y ait une puissance. Le fait que je parle de land power, de sea power, il faut qu'il y ait un power déjà. S'il n'y a pas de pouvoir, s'il n'y a pas de capacité de déployer une violence légitime, voilà en termes de langage schmittien, il n'y a pas de géopolitique. Donc dans le cas du Maroc, quand j'ai parlé qu'au début le Maroc, que l'on peut qualifier de pays du tiers-monde par rapport au vocabulaire précédent, est un pays qui s'est ouvert à la mer sur un plan culturel et économique, qui s'est inscrit dans une logique de libre-échange. Et j'avais dit que le libre-échange, cette logique de liberté totale transnationale est une logique maritime, et c'est inscrit dans une logique d'affaiblissement de l'État par la privatisation. Et donc dans ce schéma, on ne peut pas penser un modèle de sortie du sous-développement. On ne peut pas penser un modèle littéralement de développement économique parce qu'on n'a plus de souveraineté économique. Donc bon, je ne vais pas trop déployer la réponse, mais ce que je veux dire, c'est que les catégories changent et qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de tiers-monde, on peut parler de pays capitalistes, alors soit rénano-nippon, soit anglo-saxon, on peut parler de pays qui sont dans une dépendance technologique intégrale vis-à-vis de l'Occident, qui sont dans un schéma d'instabilité chronique, et dont l'impératif aujourd'hui n'est pas le développement économique, mais d'acheter la paix sociale et d'éviter l'éclatement de leur pays. Et c'est le cas notamment des Maroc. Monsieur, est-ce qu'on peut parler du retour de la balkanisation dans le monde arabe? De la balkanisation. Oui, c'est la carte que je vais montrer de Ralph Peters.
c'est qu'il y a effectivement une volonté de mettre en place un chaos contrôlé, de fragmenter les pays, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est revenir au Balkan. Quand on parle de balkanisation, parce que la Yougoslavie faisait partie du bloc communiste, qui était incarné par l'Union soviétique. Donc elle faisait partie du Heartland. Quand la mer a gagné, à la fin de la guerre froide, l'Union soviétique s'est écroulée, mais des résidus du modèle précédent ont survécu, comme la Yougoslavie. Elle est restée un État fort, un État fermé aux capitaux étrangers occidentaux principalement, et qu'il fallait déconstruire. Et là, le monde anglo-saxon, à travers l'Allemagne, qui est devenu l'exécutant du monde anglo-saxon en Europe, ont développé une stratégie d'alimentation des tensions interethniques en Yougoslavie, parce qu'en Yougoslavie, il y a des Slaves, des Serbes, il y a des Bosniaques, il y a des Croates, il y a des Albanais, dans le Kosovo et en Albanie à côté, donc il y a une pluralité d'identités ethniques. Et l'équilibre entre ces différentes composantes ethniques est un équilibre très subtil et très fragile que la Yougoslavie de Tito a réussi à maintenir, avec un peu d'autoritarisme, mais le pays marchait bien. La dimension ethnique a été atrophiée. Et donc c'est le projet de l'État de Yougoslavie qui était porté par tout le monde. Avec la fin de l'Union soviétique et l'isolement de la Yougoslavie, qui n'a plus la profondeur stratégique continentale parce que l'Union soviétique n'existe plus, s'est retrouvée livrée à elle-même dans un schéma de fragilité économique, et le monde anglo-saxon a profité, par des schémas de propagande, par les renseignements allemands, à réactiver les tensions interethniques. Et donc, on a un certain nombre d'États dans la Yougoslavie, puisque c'est un État fédéral, qui ont réclamé leur indépendance, comme la Croatie, comme la Bosnie. Mais le problème, c'est que comme c'était un seul pays, il y avait des déplacements de population. Donc les gens se mariaient entre eux. Un Serbe pouvait habiter en Bosnie, un Bosnien qui habitait à Belgrade en Serbie. Donc on ne peut pas penser l'indépendance de la Croatie tout en ayant beaucoup de Serbes, beaucoup d'Albanais dans le pays. Et donc ça a donné lieu à un schéma d'épuration ethnique, où les Croates ont chassé de manière brutale tous les Serbes qui habitent dans la Krajina en Croatie, où les Serbes ont chassé tous les Bosniaques et tous les Croates qui habitent en Serbie, et ça a donné lieu à une guerre civile atroce qui a fait que la Yougoslavie a éclaté en plusieurs petits pays, et tous les pays, sauf les petits pays, sauf la Serbie, ont rejoint le continental. Aujourd'hui, la Croatie fait partie de l'Union européenne, le Kosovo est devenu indépendant grâce à l'Union européenne, c'est grâce au monde de la mer, et la Serbie, qui est restée fidèle à un enracinement pluricentenaire, qui est toujours proche de la Russie, peine à trouver un moyen d'en sortir. Donc pour le Moyen-Orient, il y a la même dimension, mais pas uniquement sur une grille ethnique, mais également religieuse. On cherche à activer par des chaînes de radicalisation le clivage chiite-sunnite. Alors qu'il y a 30 ans, par exemple, au Maroc, personne ne savait ce que veut dire les chiites ou les chiites. Donc on a créé une animosité humaine des deux côtés, des chiites et du côté iranien, par des vecteurs du soft power, c'est-à-dire la télé. On a des chaînes saoudiennes qui véhiculent 24h/24, il faut tuer les chiites sont pires que le je ne sais pas quoi. Et puis de l'autre côté, on a des chaînes chiites en Angleterre, comme par hasard, qui 24h/24 insultent tous les symboles du sémitisme, les compagnons du prophète, la femme du prophète, et on embrigade, on prend en otage ces deux populations pour créer des zones de fracture à l'intérieur de chacun des pays musulmans. Il y a un peu partout, il y a des chiites un peu partout. Après, l'autre clivage, c'est entre sunnites. C'est-à-dire les wahhabites ont considéré les soufis, enfin les mystiques musulmans, des tariqa Tasawwuf, Bouchishia, Tijaniya, comme étant des polythéistes, mouchriquins, comme étant des hérétiques qu'il faut tuer absolument, qu'ils adorent les tombeaux, qu'ils adorent les saints, avec une déformation naturellement totale. Et donc on crée une pluralité de clivages religieux en jouant sur la mosaïque de l'islam, parce qu'il n'y a pas un islam, il y a plusieurs manières de penser l'islam dans le monde arabe, et on joue également sur la dimension ethnique, là où on le veut, avec les Kurdes par exemple, puis en Iran avec les Arabes, etc. Donc effectivement, il y a un projet de balkanisation pour une certaine région du Moyen-Orient. Pour l'instant, des pays sont relativement bien sortis, d'autres moins bien sortis, et d'autres qui attendent le tour. Donc c'est effectivement un projet qui est dans les tiroirs des renseignements et des décideurs américains qui peuvent activer ou réactiver au moment voulu, au moment opportun, ce qui voulait faire en Syrie, ce qui a échoué. Donc des fois, la Terre a le bien gagné quelquefois. Et là, je vous donne un dernier exemple. Je vais vous poser une question. Le dollar, tout le monde connaît le symbole du dollar. Un S avec deux barres. Qui sait ce que ça veut dire? Normalement, toutes les monnaies, le symbole est la première lettre de la monnaie. Dirham c'est H, euro c'est le E,
Dollar, c'est un S, d'accord? Il n'y a pas de D pour le dollar. Alors, et là, vous pouvez vérifier sur Internet. Dans la mythologie grecque, il y a l'histoire d'Hercule qui arrive au détroit, à l'actuel détroit de Gibraltar. Donc, quand il arrive, il érige 2 colonnes. Une du côté marocain, une grande colonne en marbre, enfin c'est un mythe, mais qui a une signification. Une autre colonne du côté espagnol du détroit de Gibraltar. Et sur les 2 colonnes, il grave une phrase. Alors en latin, enfin il est gravé en grec, mais si on traduit en latin, ça va être nec plus ultra. Alors aujourd'hui, on dit que c'est le nec plus ultra, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de meilleur, c'est le maximum, la meilleure chose possible. Mais en latin, c'est-à-dire ne pas aller au-delà. Il est interdit d'aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'avec le détroit de Gibraltar, qu'est-ce qui commence? L'océan, le monde de la mer. Et dans la mythologie grecque, l'océan Atlantique est un océan peuplé de monstres. De monstres marins, c'est le monde de l'enfer, c'est le monde de l'arbitraire. Donc il ne faut pas aller au-delà. Au-delà, vous vous perdez, au-delà, vous mourrez, il y a des monstres. Alors, on a 2 colonnes. Alors, quand l'Espagne va devenir une puissance maritime avec le Nouveau Monde et l'expansion territoriale de l'Espagne, c'est un peu l'Empire des Habsbourg, qui contrôle également l'actuelle Allemagne et une grande région. Charles Quint, qui était empereur d'Espagne, empereur de tout, c'était l'empereur de Naples, d'Espagne, d'Allemagne, mais c'était l'Empire espagnol principalement. Il va dire que finalement, nec plus ultra, ne pas aller au-delà, nous on l'a fait, et on a gagné. En fait, on a eu raison d'aller au-delà, d'aller vers la mer, de s'ouvrir à la mer. Donc quand il va battre les pièces de monnaie, il va dessiner les 2 colonnes, avec une banderole qui traverse les 2 colonnes, où il y aura écrit plus ultra. Le nec a disparu. Le nec, c'est la négation. Donc, aller au-delà, donc aller vers la mer. Donc, c'est une invitation à aller vers la mer. Et le dollar, qui est la monnaie de l'empire de la mer, naturellement reprend les 2 colonnes d'Hercule, où il va changer la phrase. On ne va pas dire ne pas aller au-delà, mais aller au-delà, ouvrez-vous à la mer. Et là, la symbolique, il est importante, parce que la statue de la liberté, qui a été bâtie en France, mais érigée aux États-Unis, elle ressemble à une divinité grecque, à une seule, à Hécata, d'où le mot hécatombe. Hécatombe, c'est beaucoup de cadavres. Hécata est la fille de l'enfer, c'est la déesse de l'enfer. Et c'est le symbole du monde de la mer où il ne faut pas y aller, parce qu'elle est sur le début, mais plus ultra. Preuve en est, elle tient une torche. Et une torche ne sert à rien le jour, parce que c'est une déesse de la nuit. Donc même au niveau symbolique, au niveau de la mythologie grecque, qui à la base est une mythologie continentale, tout ce qui va au-delà de ces 2 colonnes, c'est-à-dire le monde de la mer, est un monde du mal. Et donc on a également ce clivage moral entre un monde du bien porté par le travailleur agricole qui travaille sa terre, qui crée la vie à partir de la terre, et celui du marin, du nomade, qui est un racieur, qui est un opportuniste, qui est un parasite, qui ne crée pas de richesse, et qui vient attaquer le sédentaire pour lui voler les richesses qu'il crée. Et donc la symbolique est extrêmement importante en géopolitique et permet de comprendre beaucoup de choses, dont le dollar. Très peu de gens se posent la question, mais qu'en fait traduit une vision du monde. Le dollar, c'est le défi lancé par l'Amérique en disant on est allé au-delà du monde et on a raison de le faire. Et de l'autre côté, on a des gens qui disent qu'il ne faut pas aller du côté de la mer. Monsieur, en parlant de la géopolitique de la mer, est-ce qu'on n'assisterait pas à l'émergence d'un nouvel enjeu à la fois politique mais aussi économique, celui du partage maritime, par exemple avec l'émergence des zones économiques exclusives et le chevauchement de celles-ci? Merci. Alors, vous posez la question du droit international, du droit de la mer. D'accord. Est-ce qu'on peut négocier un partage équitable en termes de zones économiques exclusives ou des zones internationales économiques? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que le droit international a émergé avec la conquête de la mer, effectivement. Parce que l'acte inaugural de la modernité au niveau géopolitique, ça a été la découverte de l'Amérique, qui a changé l'échelle de l'espace. Parce qu'à partir de la conquête de l'Amérique, on ne raisonne plus en termes continentaux, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie, mais au niveau mondial. Et donc, c'est posé la question du partage des zones d'influence, notamment au niveau de la mer. On connaît l'histoire du pape qui intervient pour délimiter le monde en 2, une partie réservée au Portugal, une partie à l'Espagne, et c'est un partage maritime principalement puisque terrestre. Donc aujourd'hui, on a une hégémonie américaine du contrôle militaire effectif des océans et des mers,
une hégémonie que la Chine veut contester, mais c'est compliqué en termes de retard technologique pour l'armement naval, également en termes de déploiement stratégique, parce que les Américains ont des bases partout. C'est difficile de les en déloger. Et pour ces schémas-là, se pose la question économique. Alors, tous les détroits, les principaux détroits, il y a une présence militaire américaine. Donc, la question du contrôle économique des détroits est une question qui est indiscutable. C'est un monopole quasi exclusif des Américains et des Anglo-Saxons. D'où le fait que dès qu'un pays, comme la Panama, comme le canal de Suez en Égypte, dès qu'un pays veut reprendre le contrôle économique d'un canal qui est sur son territoire, il y a une intervention militaire qui se met en place, comme la guerre anglo-franco-anglaise contre l'Égypte, parce que l'Égypte a voulu nationaliser le canal de Suez. Donc c'est un monopole qui est indiscutable. Alors, des pays, comme le Maroc ou n'importe quel pays, ont des zones maritimes économiques exclusives, d'accord, et puis des zones qui peuvent être partagées si jamais on trouve un gisement. Mais le schéma de dépendance économique et de dépendance technologique fait que vous aurez beau trouver des gisements de pétrole ou de gaz dans les côtes marocaines, vous ne pouvez pas les exploiter vous-même. Donc vous serez obligé d'appeler des compagnies étrangères, Shell, British Petroleum, Total et d'autres, qui viendront par le capital technologique qu'ils possèdent de manière monopolistique, exploiter le pétrole, vous donner des miettes et prendre l'essentiel des recettes. Et donc la question du partage de la mer n'est pas une question centrale de ce point de vue, tant qu'il n'y a pas un équilibre des forces entre les différentes structures étatiques qui permet de profiter d'un partage de la mer. Et dans une logique de libre-échange, les frontières aussi bien maritimes que terrestres ne veulent plus rien dire. Quand un État ne peut plus contrôler le flux de marchandises qui sortent des clients, les frontières ne sont que abstraites, elles sont sur du papier. En réalité, il y a des frontières pour vous. Si vous voulez aller en Europe, il faut un visa. Mais la marchandise n'a pas besoin de visa. Il est exonéré, il y a une logique de libre-échange, il peut partir et venir selon les intérêts des différents capitaux et des différents capitalistes. Donc la question elle aurait pu être pertinente, enfin la question est pertinente, mais l'idée que vous proposez aurait pu être pertinente dans un monde beaucoup plus équilibré en termes de rapport de force et où les écarts en termes de retard technologique ne sont pas aussi importants que ceux d'aujourd'hui entre un nord et un sud, pour revenir à la question du tiers-monde, entre un nord et un sud, mais également entre un est et un ouest. Excusez-moi. Concernant la question du droit à l'autodétermination des peuples, l'Europe ne fait-elle pas preuve d'hypocrisie lorsqu'elle applaudit les référendums d'indépendance au Kurdistan mais qu'elle rejette ceux de la Catalogne par exemple? On est d'accord. Seulement, il ne faut pas avoir un jugement moral par rapport à ça, parce que par l'hypocrisie, etc. Enfin, on peut avoir un jugement moral, mais dans une première étape, il faut comprendre que dans la géopolitique, il n'y a pas de méchanceté, d'accord? Il n'y a rien de personnel. C'est des Américains, quand des Américains veulent déstabiliser un pays, ce n'est pas par méchanceté, d'accord? Parce qu'ils détestent le pays. Parce que le pays ne colle pas à leur vision du monde. Et donc ils cherchent à généraliser, par exemple, leur vision du monde au reste du monde. Pareil pour la Chine, pareil pour tous les pays. Donc dans ce schéma-là, l'Europe, qui ne veut rien dire, comme j'ai dit tout à l'heure, est toujours divisée entre des pays qui sont encore des États-nations et qui veulent rester des États-nations, comme l'Espagne. L'Espagne ne veut pas se dissoudre dans l'Europe. Une partie de la France ne veut pas disparaître dans l'Europe. Donc ils veulent garder des prérogatives étatiques, des frontières et un État centralisé. Et en Europe, il y a également des clans, il y a également des lobbies, il y a également des intérêts qui veulent dissoudre les États européens eux-mêmes en les fragmentant en différentes régions pour refusionner ces régions dans un grand bloc continental qui aura dépassé l'idée des États et des nations. Donc dans ce schéma, il y a en Europe des gens qui veulent l'éclatement de l'Espagne, qui veulent l'éclatement mais continentale ouverte à la mer, et pas la frontière stratégique. Et donc dans ce schéma, quand les Américains ou les Anglais encouragent la fragmentation d'États à l'étranger et le principe farfelu de détermination des peuples, en réalité, ils l'acceptent même chez eux. Mais c'est des pays qui vont être victimes qui le refusent. Par exemple, quand l'Écosse a voulu l'indépendance, l'Angleterre lui a accordé le droit de faire un référendum. Elle n'a pas interdit. Parce que l'Angleterre n'est pas dans une logique d'État-nation centralisée, d'accord? Dans un État, disons, jacobin. Et donc, il ne s'agit pas d'hypocrisie. L'Allemagne veut l'éclatement d'Espagne. L'Allemagne veut l'éclatement de l'Italie. Parce que l'Allemagne est le Gauleiter, ou en quelque sorte d'exécutant de la géopolitique anglo-saxonne sur le continent européen. D'où le fait qu'elle contrôle l'Union européenne, qu'elle verrouille l'Union européenne, qu'elle établit une hiérarchie, une verticalité dans l'Union européenne, qu'elle méprise certains pays européens comme la Grèce, comme le Portugal, comme l'Espagne. Ceux-là veulent l'éclatement de ces différents États. Mais ces États
c'est normal qu'ils ne le veulent pas. Donc pour reformuler ta question, on peut le dire autrement, et là on parle réellement d'hypocrisie. Comment l'Espagne veut encourager le principe d'autodétermination dans le Sahara marocain alors qu'elle le refuse chez elle? Là oui. Là, ce n'est pas l'Espagne qui est victime d'un projet d'éclatement de l'État espagnol, mais on est dans une Espagne qui est dans une géopolitique de petit rang, d'accord, régionale, qui cherche à étendre son influence dans la région qu'elle considère comme lui revenant naturellement de droit, c'est-à-dire les côtes marocaines, notamment au sud, dans le Sahara marocain, et qui ne le veut pas chez elle. Mais là encore, l'hypocrisie, c'est un peu compliqué d'en parler. C'est de la géopolitique, d'accord? Il n'y a rien de personnel, il n'y a rien de méchant. C'est des déploiements de force, des rapports de force, d'accord, que chaque pays doit avoir. Chaque pays, au fond, est une volonté de puissance. Donc quand Nietzsche nous dit que quand l'aigle dévore la brebis, ce n'est pas parce que l'aigle est méchant, parce que l'aigle ne peut pas faire autrement. C'est dans sa nature de manger, de tuer pour manger, de dévorer pour manger. Les États, c'est la même chose. Les États qui ont été figés, cristallisés par des frontières avec l'émergence de l'État moderne et durant la période post-guerre mondiale, sont toujours animés par une volonté de puissance, par une volonté de défendre de l'influence. Et on le voit, les frontières changent, même aujourd'hui les frontières changent. Il y a des pays qui apparaissent à l'issue d'une guerre civile, comme dans le Soudan, d'accord. Il y a des pays qui sont en bord de l'éclatement. Donc il faut à un certain moment évacuer la lecture morale et la lecture émotionnelle pour entrer dans la froideur de la géopolitique. La géopolitique est une discipline très froide, calculatrice, de long terme, que l'on peut utiliser pour défendre les intérêts de notre peuple, de notre nation, de notre État, mais il faut également accepter que ça se fera naturellement au détriment d'autres États, d'autres peuples et d'autres nations. On n'est pas dans une lecture universaliste anglo-saxonne. On est dans une lecture d'enracinement de chaque État avec une logique de souverainisme, de protéger les États, parce que la priorité d'un État est de défendre son peuple et pas d'aller défendre un peuple de Tibet ou un peuple à 10 km de chez lui. les séries. Mais cette nation, sans pour elle-même le danger, elle aurait pu bloquer toutes les séries qui sont étrangères à elle. Parce que c'est la Corée du Nord. C'est un choix à faire. En même temps, il n'y a pas que les séries. J'ai donné un exemple parmi tant d'autres. Les vecteurs de diffusion, ils sont pluriels. Et les relais de cette idéologie, ils ne sont pas uniquement des États-Unis, mais ils sont également dans les pays. Parce qu'au Maroc, par exemple, on a des gens qui sont des vecteurs de diffusion d'une idéologie libérale anglo-saxonne. Ils le font peut-être de bonne intention, de mauvaise intention, c'est un débat, mais ils sont des vecteurs. Donc le fait d'interdire les séries TV, ça impliquera le fait d'interdire les films étrangers, d'interdire les vêtements étrangers, d'interdire les livres étrangers. C'est impensable. Donc le but n'est pas d'interdire, mais de proposer une contre-culture, de proposer une alternative. Et cette contre-culture, ce modèle alternatif, cette troisième voie, si on peut la nommer comme ça, elle ne peut venir que de notre enracinement, que de notre référentiel culturel, historique, identitaire, civilisationnel. Et donc le but, avant d'aller refuser l'influence étrangère, c'est déjà de produire sa propre influence. Mais pour cela, il faut un enracinement. Et le fait de la modernité, le produit de la modernité en tant que déconstruction de toutes les identités collectives, c'est le déracinement. La modernité est le déracinement. Mais la modernité est un phénomène historique qui obéit à une dialectique qu'aucun pays ne peut réellement refuser. Tout le monde est transcendé par la modernité. Et tout le monde voit sa tradition disparaître, être déconstruite. Donc le but n'est pas de se fermer à la modernité, on ne le peut pas. On est des modernes, on le veut, on ment partiellement. Donc le but étant de proposer une troisième voie. Et c'est là où le réenracinement de chaque peuple dans sa propre culture, dans sa propre identité, lui permet d'aller vers l'autre de manière apaisée en acceptant l'altérité. On ne peut pas aller vers l'autre si on ne sait pas qui on est. Et quand on ne sait pas qui on est, c'est quelqu'un d'autre qui va définir à notre place. Et c'est le malheur du monde arabe. C'est que quand ce sont les Occidentaux qui pensent, enfin du monde arabe musulman, nazir, etc. C'est que quand les Occidentaux, ou que les modernes, nous disent qui on est et qui on devrait être et comment on devrait être. Parce
qu'on n'a pas de logiciel conceptuel, on n'a pas d'idéologie qui nous permet de penser nous-mêmes et de penser le monde à travers de notre identité, de notre enracinement. Donc c'est tout un projet, pas uniquement marocain, que l'on devrait mettre en place, mais c'est un projet qui s'inscrit dans une logique d'alliance de toutes les théories transmodernes ou anti-modernes, mais qui ne propose pas dans une démarche réactionnaire de revenir au passé, mais de dépasser la modernité. Et pour la dépasser, il faut renouer avec un certain nombre de choses. Il faut renouer avec le cosmos, il faut renouer avec l'idée de collectivité, il faut renouer avec la transcendance. Il faut sortir du piège du sujet individuel, autoréférentiel, qui est souverainement libre, qui n'a pas besoin de l'autre. La question du cogito cartésien. Et donc il faut revenir à une redéfinition du sujet, c'est-à-dire de l'individu, qui n'est pas un sujet déconnecté du cosmos, mais qui est un sujet cosmique, un sujet transcendantal, qui est au milieu avec la nature, c'est que nos ancêtres étaient. Nos ancêtres parlaient à la nature, connaissaient le langage de la nature. Ils ne se voyaient pas, ne se pensaient pas comme étant des individus extérieurs à la nature. Et cela se déploie à tous les niveaux, au niveau de l'urbanisme, le rapport au paysage, le rapport à l'asphalte, ce que j'appelle la tyrannie de l'asphalte, au niveau de l'économie, au niveau sociétal, au niveau des lois, au niveau juridique. Donc la modernité, elle propose sa manière de voir le monde à tous les niveaux. Mais nous, on n'a rien proposé comme alternative. On ne peut pas refuser la modernité telle qu'elle est. Donc le but, je le redis, n'est pas un réenracinement qui nous permettrait d'aller vers l'autre de manière apaisée et de produire une vision du monde, ce qu'on appelle la géopolitique, qui nous permet d'interagir et de défendre nos intérêts en partant de notre enracinement. Mais malheureusement, on est des êtres déracinés à tous les niveaux. Je pourrais s'acheter de poser une petite question. Je tiens d'abord à vous remercier au nom de tous mes collègues et au nom de tous mes élèves pour le brillant travail, hein, je le dis le plus sincèrement du monde. En tout cas, moi j'ai appris du début à la fin. Et je vous remercie infiniment pour ça. J'ai juste une question d'ordre philosophique. Il y a quelque chose qui me dérange dans le logiciel de la géopolitique. C'est cette certitude cartésienne des logiciels et des équations. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'indécidable, un peu d'impondérable dans cette grille de lecture qui semble nous donner des pôles de puissance qui ont une maîtrise absolue de l'histoire, qui tirent les ficelles de toutes choses et qui réussissent finalement à réaliser les projets qu'ils ont tracés sans qu'il y ait dans ce process la possibilité de l'erreur, la possibilité de l'échec. Merci, Sir Richard. Je vous remercie. Alors, effectivement, il y a un fantasme de la maîtrise des choses qui caractérise n'importe laquelle des lectures géopolitiques dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit thalassocratique ou tellurique, parce que la géopolitique est le fait même de la modernité cartésienne. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'acte inaugural de la modernité au niveau spatial, ça a été le fait de repenser les grands espaces mentaux, territoriaux, économiques, dans une démarche d'objectification. Parce que le sujet traditionnel, c'est-à-dire pré-cartésien, est un sujet transcendantal. Il n'est pas un sujet autoréférentiel. Il n'y a pas de souveraineté ontologique de l'être. Chaque sujet tire sa souveraineté du divin, ça dépend de chaque culture. Et donc, la réalité, qu'elle soit politique ou culturelle, est une réalité que l'individu, le sujet sommentiel, qui n'a le cogito cartésien n'a pas besoin de lieu, il est éthéré et déraciné, fait que cette rupture de la modernité crée un dualisme entre le sujet et l'objet. Et donc, en partant de là, la nature n'est plus vécue comme étant un prolongement de mon sujet transcendantal, mais comme étant un objet extérieur que je peux objectifier et fragmenter en différents objets que je peux dans la modernité. Dans la période très moderne, il y avait des terres qu'il ne fallait pas toucher. C'était les deux niveaux de la géopolitique, dans le sens où elle permet la géopolitique, la modernité fait naître la géopolitique pour objectifier
le monde. C'est-à-dire l'espace doit être réduit à des objets. Le sujet, c'est-à-dire l'État en l'occurrence, ou un lobby, est souverain au niveau de sa volonté, dans un schéma illusoire naturellement, et qui doit affirmer propre à la modernité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de rivalité dans la période très moderne, mais il y a une exacerbation utilitariste et de domination radicale, totale et indiscutable du territoire. Mais en réalité, naturellement, c'est une illusion, parce que dans les faits, les Américains ou les Russes ou les Chinois ont beau préparer des plans, il y a toujours une marge d'erreur considérable qui fait qu'ils préparent toujours un plan B, un plan C, un plan D, un plan de repli. Et heureusement, heureusement que le bien gagne une fois sur 10. Je veux dire, ça aurait été quand même injuste que le mal gagne à chaque fois. Donc au moins une fois sur 10, ça permet. Alors là, ça me permet. Carl Schmitt et chez Alexandre Doguin aujourd'hui, qui s'appelle le katéron. Alors le katéron est une expression biblique en grec qui signifie le retardateur, celui qui retarde l'avènement de quelque chose. Et le katéron en géopolitique, c'est celui qui retarde le chaos, qui fait gagner du temps à l'ordre. Parce que dans la logique biblique, tant qu'il y a un minimum d'ordre sur terre et de justice, l'antéchrist ne peut pas venir. Et donc l'apocalypse ne viendra pas. Pour que l'apocalypse tienne, il faut que tout s'effondre, que l'ordre s'effondre, que la justice s'effondre totalement. Et donc l'Allemagne de Carl Schmitt et la Russie d'aujourd'hui se veut comme étant un katéron. On ne peut pas dominer le monde, d'accord? La mer est trop forte, l'empire de la mer est trop fort. Au moins, on peut les embêter, d'accord? On peut les retarder, on peut saboter leur programme. Il y a une asymétrie en termes de moyens, d'accord? Les Américains ont des moyens capitalistiques, technologiques énormes, que la Russie et même la Chine n'a pas. Mais dans un schéma d'asymétrie, on peut au moins retarder le chaos intégral. Et donc, quand la Russie intervient en Syrie, pour empêcher l'effondrement de la Syrie avec un effet dominant de toute la région. Et donc aujourd'hui, on a ce katéron qui, heureusement, permet une marge d'erreur dans les projets thalasocratiques et permettent un minimum d'ordre et d'humanité et d'existence de certains États. Merci beaucoup. Alors, immense voyage à travers on a recolorié les mers, on a aussi en ECS, dans l'ECT que j'ai effectivement le soin d'encadrer, le soin de travailler votre recul. Vous avez vu comment l'exposé a été riche, on remerciera bien sûr tout à l'heure M. Rachmachachi, convenablement, mais juste un point, le recul doit être en vous, c'est-à-dire être capable d'assister à un maximum de conférences, de recroiser vos informations, de passer à une vraie lecture et d'être capable personnellement d'avoir son regard sur la chose. Il est important parce qu'au niveau des écrits ou même au niveau des oraux, ce sont ces questions qui reviendront. Et si vous n'avez pas de recul, vous risquez, M. Z dans les témoins, de manquer vos oraux. Donc soyez dans l'appétit de savoir, soyez dans l'appétit de savoir. Merci beaucoup à vous. Merci M. le Président pour votre intervention et pour votre